André Kelgwende Sawadgo est notre invité du jour. Il est enseignant en philosophie et expert consultant en gouvernance communautaire. Avec lui, nous parlons d'un sujet tiré de l'une de ses chroniques intitulée Le devenir africain, et il s'agit du rôle de la formation professionnelle dans le processus de développement au Burkina. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Kaboré et merci. Alors, j'ai parlé du devenir africain. Ça fait partie d'une des rubriques que vous lancez tous les trimestres. Pourquoi une telle idée de venir avec le devenir africain et pourquoi la périodicité trimestrielle? Ok, et la périodicité est en lien avec le nom. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dynamique de renaissance culturelle à travers notre révolution politique. Le devenir africain a eu lieu le 8 juin 2024, ça fait presque un an, et c'est dans une optique d'accompagner justement la marche populaire et surtout analyser, orienter les politiques publiques de développement. Voilà pourquoi c'est d'une périodicité trimestrielle. Et justement sur ce numéro nous parlons de la formation professionnelle parce que justement le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle en a fait cas ce mois et pour relever ce défi là. Donc notre magazine est là justement pour analyser et donner les orientations. Des analyses donc dans le devenir africain, oui. Comment est-ce qu'on le retrouve? Alors à chaque numéro il y a des analyses spécifiques et après chaque publication il y a une notification qui est faite au ministère concerné. Par exemple, au 3e numéro, on a fait une notification au ministère de la Communication, au ministère de l'Économie, au ministère du Commerce et de l'Industrie, parce qu'on avait fait cas de l'expertise artisanale. Cette fois-ci, c'est le ministère de l'Environnement et le ministère de la Formation professionnelle. Et bon, voilà, on met ça à l'actif de tout le monde, à la portée de tout le monde, voilà, pour qu'on puisse s'imprégner des défis qui nous sont imposés. Alors, tiré donc de l'une de vos chroniques, on parle d'éducation et développement, la formation professionnelle, son rôle dans le développement d'un pays comme le Burkina. Comment est-ce que déjà vous définirez la formation professionnelle dans le contexte de notre pays? La formation professionnelle, là, elle est, j'allais dire, un mécanisme qui permet de rendre l'apprenant actif à un temps court. Par rapport au système d'enseignement général, là où il faut faire près de 20 ans. Voilà, si vous prenez l'école primaire au bac ou bien peut-être aller jusqu'à l'université, déjà vous voyez, ça fait jusqu'au doctorat, ça fait 20 ans. Alors que la formation professionnelle permet d'être actif en 6 mois, 1 an, 2 ans, bien sûr, en partant d'un certain acquis qu'on a tiré de l'enseignement secondaire. Mais pour répondre à votre question, la formation professionnelle est une nécessité pour répondre aux besoins de vivre d'une société. Parce que nous sommes dans une société de consommation. Si nous sommes dans une société de consommation, il faut que nous produisions ce que nous consommons. Et c'est justement la formation professionnelle qui est vraiment habilitée à le faire. Cela ne signifie pas que l'enseignement en général n'est rien. Moi, je suis enseignant de philosophie et c'est grâce à cette philosophie de la culture et du développement que j'ai produit le devenir africain. Mais là, ce sont les raisons de vivre. Et justement, ce qui est demandé, c'est plus la consommation qui est demandée plutôt que les idées. Donc, ça va de soi. Je suis tout à fait d'accord avec la dynamique du ministère qui consiste de passer de 6% à 60% pour la formation professionnelle parce que c'est le plus grand besoin. Alors, c'est très récent, l'accent qui a été mis par les autorités au niveau de la formation professionnelle. Pendant longtemps, c'est l'enseignement général qui était mis en branle. Aujourd'hui, comment vous expliquez ce retard, ce temps mis pour se rendre compte que l'enseignement professionnel a une valeur pour le développement du pays? Parce que si on essaie de voir, il s'agit de ces 7-6 dernières années où l'accent, on l'a constaté, a beaucoup été mis vers ces différents programmes professionnels. Il faut dire que notre nation, notre État est configuré dans un système mondialiste colonialiste. Nous, en réalité, nous vivons par procuration, nous fonctionnons par procuration. Le programme éducatif a été fabriqué de l'extérieur, on est venu nous imposer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui ont produit le système, c'est fait pour eux, ce n'est pas fait pour nous. Voilà pourquoi Joseph Kizerbo disait à Quand l'Afrique, le développement n'arrive pas pour l'Afrique, parce que justement, on a conçu le développement contre les valeurs et les principes de l'Afrique. Mais c'est arrimé en fait au système de l'Occident. Donc, justement, le système éducatif fait partie
de cela. Donc le système éducatif contribue à l'essor, par exemple, de la France. Je vais vous dire quelque chose. La francophonie dont on vient de quitter, il y avait un plan d'éjecter près de 1,5 milliard pour le Burkina. Et cette année même, c'était quelque chose de 500 millions. Pourquoi? Parce que c'est eux qui produisent les livres, les financements passifs. Mais c'est pour promouvoir la langue française. Et on en a fait langue officielle. Voilà que maintenant on est venu faire de la langue française un outil de travail. Voilà, une langue administrative. Donc vous voyez, c'était configuré de telle sorte à ce que nous soyons, j'allais dire, à la remorque de la France et du système mondialiste. Quels sont selon vous les principaux objectifs que l'on pourrait donner à la formation professionnelle, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les adultes? Quelle est justement la frange concernée? Est-ce que quand on parle de formation professionnelle, pour vous, il faut commencer dès le bas âge, ou est-ce qu'un adulte pourrait à un certain moment s'intéresser? Et merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une équation que le ministère de la formation professionnelle doit résoudre. Mais malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faut avoir le courage de le dire. On en parle, mais la lisibilité au niveau du ministère n'est pas claire. Est-ce qu'on se comprend? Et pour le moment, en fait, moi, j'allais dire déjà ce qui est très important, c'est les VAE, les validations des acquis d'expérience. En fait, qu'est-ce que cela signifie? Il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances, qui produisent de bonnes choses, mais qui n'ont pas de qualification. Et nous sommes dans un système français. Il va aller, moi j'ai un exemple précis où on voulait adopter des référentiels en tannerie, en maroquinerie. Ils sont allés prendre un ingénieur qui ne connaissait, qui n'avait que son diplôme. Mais quand il est venu, celui qui n'avait pas le diplôme avait l'expérience. Lui-même, il avait fabriqué un fauteuil ministériel VIP, mais il n'avait pas de diplôme. Mais c'est celui qui avait le diplôme qui devait faire le référentiel. On l'a laissé, on a pris celui qui avait l'expérience. Vous comprenez déjà? Donc il y a beaucoup de personnes qui ont la compétence technique mais qui n'ont pas la qualification. Malheureusement, nous sommes dans un système français. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est ça avec ces adultes-là, les accompagner avec des VAE pour qu'ils se sentent réconfortés. Et moi, j'ai vraiment apprécié la politique que le président a annoncée en décembre, là, le 31 décembre, comme quoi les RIME, c'est-à-dire prendre en compte des métiers dans la fonction publique. Donc si on les qualifie, on peut les prendre. Parce que justement, on ne peut pas recruter, j'allais dire, des milliers de professeurs de philosophie. C'est pas possible. Pour aller où? Pour faire quoi? Mais l'État a intérêt par exemple, à recruter plusieurs acteurs de métiers, par exemple de tapisserie, etc. Par exemple, pour les meubles de l'État, pour l'électricité, etc., etc. Vous comprenez ici la logique qui est là. Donc, le reste, maintenant, ça a peaufiné au niveau du ministère. Mais il faut que cela soit clair. La formation professionnelle, elle est là pour résoudre les raisons, les besoins de vivre et surtout créer un emploi. Donc, pour cela, il ne faut pas former les gens pour former comme au système, j'allais dire, de l'enseignement général. Là où tout le monde a le BPC, tout le monde a le bac, tout le monde, presque tous, ils ont la licence, mais c'est le chômage à tel point que Joseph Kizerbo l'a qualifié comme une usine de fabrication de chômeurs. Mais pour résoudre ce problème-là, il faut justement que nous coordonnons justement notre consommation à notre production pour davantage rendre la formation professionnelle plus efficace. Plus je vous écoute, plus j'ai cette impression que vous opposez la formation classique à la formation professionnelle, eu égard à l'exemple que vous venez de prendre. Nous, en maroquinerie, on a dû prendre une personne qui avait la technicité, mais qui ne jouissait pas d'un diplôme qui le prouvait. Est-ce à dire que pour vous, la formation professionnelle est plus méritante que le classique? Parce que vous l'avez vous-même dit tantôt, vous êtes vous-même issu d'une formation classique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons nécessairement tirer à boulet sur la formation classique, qui aussi a son utilité, a son rôle dans la société? Oui, je pense bien que dès les premiers propos j'ai eu à le dire, ils sont complémentaires. Parce que la formation technique, j'ai dit, ça répond aux besoins de vivre. L'autre, c'est aux raisons de vivre. Il faut néanmoins des philosophes, même s'ils ne sont pas en grand nombre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans ce contexte-là, en réalité, c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès parce que c'est le système français qui avait tout réduit au diplôme. Est-ce que vous comprenez? À tel point que justement, il faut une certaine radicalité aussi pour imposer la compétence technique. Mais je pense bien que dans les meilleurs délais, on va se comprendre. Voilà, à la fois, voilà pourquoi j'ai misé vraiment sur le VAE. Il a les compétences, on lui donne des diplômes. C'est les diplômes que vous voulez, on lui donne. Et ça, justement, c'est un cri de cœur pour qu'on valorise les diplômes professionnels. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a un diplôme professionnel et quelqu'un qui a un diplôme de l'enseignement général, c'est celui qui est de l'enseignement général qui est plus considéré dans l'administration que celui qui est au niveau de la technique. Et ça, il faut qu'on le corrige. Et justement, cette radicalité d'affirmer la formation professionnelle, ça a tout son sens parce que justement, de par le passé, on a tellement affirmé radicalement l'enseignement général et voilà là où on en est. Dans l'administration, est-ce que cela ne dépend pas du poste?
Non, pas nécessairement. Je vais vous dire quelque chose. S'il est question d'un poste technique, oui, on est d'accord que ce qui est recommandé, c'est justement quelqu'un qui a un diplôme. En fait, quand je dis cela, c'est... Parce que l'administration, vous dites de façon générale, précis pour qu'on puisse vous comprendre. Oui, je vous donne un exemple concret. Vous prenez par exemple un de DRH, voilà, ressources humaines. Quand, par exemple, dans des unités pratiques, j'allais dire unités de transformation, pour ne pas donner le nom d'une société comme cela, Boisson et consorts, vous allez voir que celui qui sort avec un diplôme d'enseignement général et celui qui sort avec une technologie, un bac en technologie alimentaire, même avec 10 ans d'expérience, il est plus compétent que celui qui vient de sortir. Mais lui, le gars qui vient de sortir sera en catégorie supérieure par rapport à celui qui est là. Je vais terminer quelque chose par un point. Vous prenez les infirmiers. Les infirmiers, il y a des infirmiers qui ont capitalisé des dizaines d'expériences. Ils partent même jusqu'à être des chirurgiens. Vous prenez des cas comme Diapara, qui sont éloignés. On ne peut pas transporter un malade, même rejoindre Fada facilement, n'en parlons pas même pas Ouaga. Ces gars-là, ils étaient contraints de faire la chirurgie. Et ils l'ont fait, ils ont sauvé des vies dans des villes comme Diapara. Mais dès lors qu'ils arrivent à Ouaga, on dit qu'ils sont infirmiers, ils ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? Même malgré toute son expérience. Donc, en fait, c'est une équation à résoudre, à prendre en compte. Voilà pourquoi j'ai dit que la radicalité s'impose, parce que le système français nous avait contraint à affirmer le diplôme, j'allais dire, de l'enseignement général au détriment des compétences techniques. Cela ne signifie pas qu'il faut être dans une bataille éternelle, mais il faut justement qu'on parvienne à cette conciliation. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a plusieurs secteurs de notre économie qui sont des processus intégrants pour une quête de développement. Pour vous, quels sont ces secteurs où l'on devrait miser en termes de formation professionnelle? Moi, le premier secteur, je pense que j'ai eu même à donner l'exemple dans le 4e numéro de Devenir africain. Moi, je me base sur les données. Citoyen nous parlait en 2022, ça a été publié le 2 août 2022, que l'État importe près de 36 milliards de meubles. Est-ce que vous comprenez? Mais des artisans le font ici, que ce soit le cuir, etc. Comment on peut aller importer les meubles en Turquie, à Dubaï, etc. pendant que nos artisans peuvent le faire? Et le reportage, justement, on a ciblé des gens qui disent qu'ils peuvent le faire. Et l'accord cadre a été adopté dans ce sens. Malheureusement, ça a été boycotté au niveau de la CIMABF. Je l'ai dénoncé ici. J'étais au 21e CODESP à Bobo avec le Premier ministre, en ce temps c'était Kilem, et voilà, il a dénoncé cela, que vraiment il ne se sent pas satisfait. Mais c'est le système administratif, comme je vous l'ai dit. Est-ce que là-dessus ça n'a pas été réglé? Il y a eu une note ministérielle qui exigeait que pour les commandes des besoins bureautiques au niveau de l'administration publique soient privilégiés nos artisans. Il y a eu cette note ministérielle. Oui, mais ça reste une note. Moi j'en ai les preuves. Ça a resté une note, parce que au-delà de cette rencontre, moi j'ai fait des investigations et je suis allé jusqu'au niveau de la CIMABF. Donc je sais de quoi on continue de prendre à l'extérieur. Non, oui, bien sûr. En fait, on a donné un quota qui n'est même pas atteint. On a donné un quota de 10 à 15% qui n'est même pas atteint. Et le pire, même, vous avez parlé de l'économie, ça me permet de rebondir. Dans de telle sorte, moi j'ai apprécié vraiment la dernière fois quand le capitaine a eu à dire ça, il ne savait pas vraiment qu'il voyait ces défis. Il disait qu'à chaque fois qu'il part importer des choses, l'argent sort. Il faut domestiquer ça. Voilà pourquoi il faut produire des tricycles et tout ce dont on a besoin là ici. Je prends par exemple le cas des machines agricoles et tout. Bien sûr, des grandes porteurs, on ne peut pas. Mais il y a notre ingénierie qui a quand même un certain nombre de fabrication ici, de créativité ici. On peut adopter, et là l'argent reste ici. Donc c'est pour dire simplement que à ce niveau, c'est un principe qui est là. Le quota est faible, 15%, et même avec ce quota, quand certains ont gagné le marché, les paiements tardent. Et comme ce sont des petites entreprises en miniature, en tout cas la coordination au niveau de l'administration ne permet pas en fait de promouvoir justement cette expertise locale en termes de j'allais dire artisanale, en termes de créativité. Voilà, jusqu'à présent ils sont en train de tanguer, mais le défi n'est pas encore relevé. Quels sont les autres secteurs où pour vous on devrait miser en termes de formation professionnelle? Je vois par exemple l'énergie solaire. Regardez le soleil qui nous bat, qu'on n'arrive pas à exploiter. On est dans des coupures. Et quand je regarde des pays qui arrivent à investir dans l'énergie solaire et qui n'ont pas autant de soleil que nous, ça pose quand même problème. Est-ce que c'est par manque d'investissement sur l'énergie solaire au Burkina? Quand on regarde les données, quand on regarde les chiffres, ce qui est fait au niveau de la Sonabel, ce qui est fait même par des particuliers, est-ce qu'on devrait dire que l'on ne mise pas sur le solaire aussi? On ne mise pas pour le solaire parce que le soleil nous frappe tellement que justement on devrait en profiter maximum. Parce que si on misait tellement sur le solaire, on n'aurait pas de crise d'électricité. Pourquoi ailleurs, il n'y a pas de crise d'électricité? Presque pas.
alors qu'ils n'ont pas assez de ressources comme nous. Vous prenez l'AIS, on a l'uranium, on a le soleil, et il y a des crises énergétiques. Pourquoi même les coûts de produits sont très élevés? C'est le coût de l'électricité. C'est extrêmement cher, alors que le soleil nous brûle. On n'a même pas commencé quelque chose au niveau de l'énergie solaire. Sinon, on n'aurait pas une crise énergétique. Qu'est-ce que vous faites des centrales solaires photovoltaïques qui ont été installées? Mais elles sont là, elles sont insuffisantes. L'énergie solaire va venir combler. L'énergie solaire va venir combler. On n'a pas dit de les supprimer, mais il y a une bonne période qu'on doit exploiter au maximum. Et de telle sorte qu'on n'est plus à être confronté aux coupures vraiment à longueur de journée. Voilà. Moi, je pense que le domaine n'est pas exploité et la formation professionnelle devrait s'investir, bien sûr, de manière spontanée, comme à longue durée, au niveau académique, etc. etc. En tout cas, tout ce sont des opportunités, non seulement qui répondent aux besoins de vivre, mais qui, quand même, de renforcer, en fait, j'allais dire, de domestiquer même les richesses et consorts, et même la souveraineté. Vous avez vu, l'année passée, le Ghana a coupé son courant. Certainement, il y avait des tensions plus ou moins qui se disent pas l'air. Non, c'est parce que le nouveau président est venu et il a promis, parce que justement il veut ce rapprochement avec l'AIS. L'électricité était un moyen de chantage entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors que le soleil, l'année passée, le soleil allait jusqu'à 48 degrés au Mali, quelque chose qui est arrivé depuis 50 ans. Et malgré tout cela, on n'arrive pas à créer une expertise en la matière. Donc vous voyez bien que c'est une question de volonté, d'organisation, etc. Donc c'est sous-exploité. Alors plusieurs secteurs dans notre économie qui se doivent être développés en termes de formation professionnelle. Vous parlez tantôt du secteur de l'énergie, vous avez parlé aussi de la menuiserie. On pourrait essayer de revoir nos artisans qui fabriquent un certain nombre de meubles. J'ai cru que vous alliez peut-être parler aussi, peut-être que ça va venir, de l'agriculture ou de l'élevage. L'agriculture et l'élevage, ça c'est déjà quelque chose qui est spontané. L'agriculture et l'élevage, c'est quelque chose qui est spontané. Je pense bien qu'au niveau du privé, l'initiative privée, c'est assez développé. Au niveau de l'agriculture, il y a l'offensive qui est là. Même si sincèrement, je ne suis pas satisfait des résultats. Voilà, je le dis clairement, moi j'attendais plus parce que si vous prenez la donne avec les politiques publiques antérieures, c'est à la limite 1 million de tonnes de différence, alors qu'avec toute cette mobilisation, on devrait aller au-delà. Donc pour moi, ça ce sont déjà des défis qui sont déjà compris et structurés, même si les résultats ne répondent pas comme on le dit. Donc et là aussi, il faut j'allais dire une attention plus particulière. Je vous prends le cas de l'élevage. Tout le monde s'élève. Moi, j'ai par exemple participé à un projet PADECH là où il fallait justement recruter des jeunes dans ce domaine-là. C'est essentiellement agriculture et élevage avec les autres métiers émergents. Mais essentiellement, c'est élevage. Et vous voyez ce que j'ai remarqué. Et chaque fois, c'est pour produire, c'est pour élever. Il y a pas c'est une seule personne qui a eu l'intuition de dire qu'elle va commercialiser la chair. Tout le monde, en fait, on se cantonne dans un seul maillon. En fait, je ne sais pas pourquoi on n'est pas organisé en système de valeurs, en chaîne de valeurs plutôt. Est-ce que vous comprenez? On devrait avoir une chaîne de valeur. Des gens qui produisent, d'autres qui transforment, d'autres qui distribuent. Au Burkina, le même gars doit produire, transformer et distribuer. Ça ne peut jamais marcher. Voilà, ou bien tout le monde peut se cantonner dans la production. C'est le danger qui guette la formation professionnelle. La preuve est qu'il y a des centres de formation professionnelle qui forment et qui lâchent les gens dans la nature comme cela. Ils sont pires même que ceux qui ont fait l'enseignement général parce qu'eux au moins ils peuvent faire des concours même s'ils ne gagnent pas, mais l'autre ne peut même pas déposer. Donc si on arrimait les centres de formation professionnelle avec des unités de production, et ces unités de production sont arrimées par exemple à la commande publique, soit à la CIMABF ou la DGAE, vous allez voir que c'est une chaîne organisée où l'insertion est facile et la consommation de nos productions aussi sont facilitées. Dans votre chronique sur la formation professionnelle, j'ai retenu un aspect où vous dites la formation professionnelle ne peut être véritablement une solution au développement que si elle s'inscrit dans la logique d'un système de création de richesses et d'emplois massifs. Question: quel est l'impact de la formation professionnelle dans les secteurs comme l'économie informelle aujourd'hui? Mais c'est là justement toute la pertinence de choses ce que j'allais dire de la formation professionnelle. Je cherchais le terme VAE. Quand je disais qu'il fallait justement donner des qualifications à ceux qui ont des compétences techniques, c'est ça. Vous prenez le monde artisanal, c'est l'informel. Mais si on les formalise, on donne les qualifications, vous voyez, au niveau de l'administration publique, il y a beaucoup de choses qui traînent parce qu'il faut une intervention technique à l'extérieur. Mais vous les qualifiez, vous les prenez comme des fonctionnaires aussi.
On peut trouver un mécanisme à cet effet. Est-ce que vous comprenez? Et surtout l'expression de création de richesses et d'emplois massifs, c'est l'équation même du développement. Un développement qui ne résout pas l'équation de la création de richesses et d'emplois massifs, c'est un échec. C'est pour cela que le terrorisme est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Et on ne peut pas justement résoudre cette équation sans la promotion de l'expertise locale et des productions et des produits locaux. Et on ne peut pas promouvoir l'expertise locale et les produits locaux sans la formation professionnelle. Ce n'est pas possible. Donc c'est une équation technique justement réservée à l'administration. C'est pour cela que je parle d'analyse des politiques publiques. C'est eux qui doivent définir cela pour que justement l'équation réponde. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a cette volonté politique, mais il y a aussi d'autres réalités. Pour vous aujourd'hui, en 2025, quels sont les défis du monde professionnel au Burkina? Quels sont les défis en termes de formation professionnelle? Les défis, justement, c'est, j'allais dire, organiser les différents secteurs en chaîne, de telle sorte qu'ils s'impliquent, qu'ils sont en communion l'un de l'autre. Là, justement, soit tout le monde ne se concentre pas dans une chaîne donnée, ou bien une personne ne fait pas tout. Est-ce que vous comprenez? Donc si on les organise, vous allez voir que cette équation déjà est amorcée, la création d'emplois et de richesses. Je vous parlais par exemple des meubles, 36 milliards, si on arrive à produire des meubles, 36 milliards restés au Burkina, vous voyez que ça fait quelque chose de très important. Voilà. Et des entreprises vont survivre. Le président disait qu'il y a des entreprises qui se fermaient et tout ça, là, ça va s'ouvrir, ça va créer de l'emploi. Vous voyez déjà que l'équation est là. Donc si on arrive à organiser la chaîne de valeur, on accompagne les VAE, tous ceux qui sont là, parce qu'en fait nous sommes dans un monde complexe là où les gens présentent trop de diplômes, ou le système même revendique trop de diplômes. Donc le monde de formation, le monde professionnel, si on peut les accompagner avec les VAE aussi, c'est très important. Malheureusement en fait c'est pas tellement connu et au Burkina les VAE, même si c'est une réalité, c'est vraiment en miniature au niveau même du ministère. Dans la formation professionnelle, beaucoup attendent de l'État, du ministère en charge de l'enseignement supérieur secondaire, aussi du ministère de la jeunesse et de la formation professionnelle. Mais quel doit être le rôle du citoyen, le rôle du privé qui fait déjà dans la formation professionnelle, qui est déjà dans une entreprise locale? Quel est son rôle? C'est le droit du citoyen, du privé, d'attendre du ministère de l'enseignement général et de la formation professionnelle. Ce que j'ai dit, la chaîne de valeur là, si le ministère arrive à expliquer ça dans chaque domaine de métier, vous allez voir que le citoyen ou le privé arrive à s'insérer. Mais si on sort simplement de dire les choses comme cela, on va passer de 6% à 60%, les gens vont même se demander comment. Là c'est clair, il faut que le ministère donne la maquette pour que chacun puisse savoir comment s'insérer. Malheureusement, le plus souvent, on met l'accent devant. L'argent n'a jamais développé un pays. Sinon, l'Afrique ne serait pas, ou du moins, on ne serait pas dans le sud-développement ou dans le terrorisme. Parce qu'on a éjecté beaucoup d'argent au Burkina, en Afrique en général. L'aide au développement, ça donnait quoi? Le terrorisme. Donc, le plus souvent, on se cantonne sur une histoire d'argent. Alors que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de décret, de volonté politique, d'organisation, voilà, de management. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il revient au ministère justement en charge de la formation professionnelle de présenter cette maquette ou justement d'opérationnalisation de la formation professionnelle et comment justement rendre cela viable. La formation professionnelle, c'est aussi une histoire d'économie, une histoire de finance, une histoire d'argent. Après la formation, il faut permettre à celui qui a été formé ou à celle qui a été formée de s'insérer au niveau de la société. Tout part d'un besoin de financement. Le chef de l'État, quand il s'exprimait récemment, a fait comprendre qu'il y a certaines institutions bancaires qui se devraient de financer. Alors, dire aujourd'hui que c'est parce que l'argent est mis devant que les choses ne marchent pas, est-ce qu'il ne faudrait pas relativiser parce que tout s'accompagne? Non, je ne relativise pas. Je reste toujours sur mes propos. Je vais vous donner un exemple. Dans des pays comme le Nigeria, le Rwanda et d'autres pays, vous allez voir, c'est le privé qui vient dénicher des talents à compétences techniques et professionnelles pour les accompagner. Il y a des universités, par exemple, au Rwanda, qui partent financer la formation des jeunes, quitte à ce qu'ils viennent travailler chez eux avant de prendre leur liberté. Et pourquoi? Je vous dis quelque chose. À Bobo, le Premier ministre a été très intéressant quand il a dit une phrase que je lui ai retournée. Il dit que le secteur privé est un secteur de captation de richesses. Ils ne produisent pas les richesses. Et la troisième, les opérateurs économiques, il y avait des grands à côté de lui. On les a regardés comme cela. Mais le secteur privé a raison. Vous savez pourquoi? Si je prends le cas de l'accord 4,
il y a un monsieur qui s'est endetté à hauteur des centaines de millions pour produire le cuir local fini. On n'a pas le cuir local fini, hein. Même avec Tan Aliza, le cuir local n'était pas fini. On exportait pour aller finaliser. Lui, il s'est endetté, il a acquis les machines, les produits pour le faire. Et je vous dis que c'est sur cette base-là, on a signé l'accord cadre. On a dit que désormais le cuir là, on va plus importer, on va prendre ça ici. Mais je vous assure, l'accord cadre qui est passé de 2021 a expiré en 2024, en septembre 2024, ça a expiré sans qu'il n'ait aucun marché. Mais il y avait des marchés de cuir ici. C'est-à-dire que le système, l'État n'est pas sérieux. Il vous faut engager des choses et il n'est pas conséquent, il ne consomme pas, il vous laisse faire autre chose. Et l'investissement que tu as fait, tu deviens quoi? Même le cadre de l'offensive agricole, à la présentation du propos, j'ai posé la question, l'expert m'a répondu. Il y a des gens du privé qui ne sont pas investis alors qu'ils avaient fait la promesse. Mais c'est l'État en fait qui n'a pas encore fait preuve de sincérité. Et le cadre des choses là, du cuir avec l'accord cadre là, est un exemple précis. On te dit non, vas-y, on va prendre. Toi tu t'engages et on t'abandonne en plein vol. Donc, c'est pas dès lors qu'on va allier la chaîne de valeur, l'État va se montrer sincère. Vous allez voir que les mêmes privés qui partent investir des milliards à Dubaï, en Chine pour importer là, les mêmes gars vont venir investir ici. C'est parce qu'ils n'ont pas la certitude, qu'ils ne se sont pas encore engagés. Et un opérateur économique, c'est son argent qui l'intéresse. C'est pas votre histoire de défis politiques là qui l'intéresse. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que si toutes les garanties sont là, vous allez voir que cette question d'argent, ça... Regardez les États-Unis, ils se financent entre eux. Prenez la Russie, c'est entre eux. Qui pouvait comprendre que la Russie pouvait survivre comme cela? Mais le mécanisme est fait justement que les solutions se trouvent de manière technique et non financière et à l'interne. J'insiste, je reviens là-dessus. Il ne faut pas nécessairement tirer à boulet parce qu'il y a des actions qui sont faites sur le terrain, des choses sont faites. L'État propose un certain nombre de solutions. Tirer à boulet, dire que rien n'est fait, ce ne serait pas intéressant. Oui, rien n'est fait, c'est trop radical. Je ne sais pas si je l'ai eu à le dire de cette manière. Justement. Mais quand je dis, quand j'ai été clair là-dessus avec la qualification du Premier ministre qu'il aime du secteur privé comme captation de richesse là, ça il fallait une expression pour dire cela parce que justement l'État n'a pas encore montré une certaine sincérité, voilà, dans le cadre. On dirait qu'il y a des insuffisances. Voilà. Beaucoup reste encore à faire. Mais on reconnaîtra également qu'il y a des actions concrètes. Oui, mais moi je vais être plus concret parce que chaque fois on bavarde mais on ne montre pas où se trouve le problème. Le problème c'est le système administratif. Un point tiré. Puisque lui il était étonné des résultats alors qu'il avait la volonté politique. Il y a eu des décrets, mais c'était bloqué à quelque part. Et moi le troisième numéro, j'ai indexé par exemple la CIMABF. Et justement, il y a eu des rapports, des enquêtes qui ont été faites. La solution est en train d'être trouvée. Mais chaque fois, si on dit des insuffisances, vous les journalistes, il faut apprendre à être précis pour aider l'État. Voilà. On est là pour être précis, pour trouver des solutions. Voilà, donc ça, il faut vraiment être clair là-dessus. En termes de précision, les responsabilités sont situées. Oui. Et vous savez que, je ne cesserai de le dire, des efforts sont faits. On en demande encore beaucoup, mais quand on tire à boulet, il faut reconnaître ce qui est fait et demander plus d'avancement. Ça ne servira à rien de dire que concrètement, il n'y a rien, tout est tourné autour d'un système. Oui, je suis d'accord. Donc si c'est ça, je mets des bémols. Je relativise. Ce n'est pas un coup de journalisme que vous m'apprenez. Je vous insiste, il faut partir d'un constat, d'un fait, saluer ce qui est fait et proposer des solutions. Oui, je l'ai. En tout cas, merci à vous, Sawadgo, Kelgouendi André. Merci grandement d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes enseignant de philosophie. Vous êtes aussi expert consultant en gouvernance communautaire. Grandement merci à vous. Merci bien, monsieur Kavore. C'était un plaisir. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM, ainsi sur le FM, donc ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver pour un autre numéro, eh bien, Dieu voulant, on se retrouvera non seulement, portez-vous bien, mais aussi, surtout, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Twi TV, la télé interactive.